Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence animée par l'AMI Liaison et le cabinet Le Panier Associés. Nous allons essayer pendant 1 heure de vous proposer des solutions pratiques et efficaces pour vous permettre de donner à la santé et à la sécurité toute la place qu'elle mérite d'avoir au sein de votre CSE. Pour animer cette conférence, je serai accompagnée de Maître Marie Bourgault, qui est avocate spécialisée en droit du travail au sein du cabinet parisien Le Panier Associés et qui collabore régulièrement à notre maison d'édition, et de Candice Pietralunga, qui fait partie de la maison d'édition et qui est notre responsable éditorial spécialiste des questions de santé, sécurité et conditions de travail. Pour ma part, je suis responsable des relations collectives et des institutions représentatives du personnel. Notre petite intervention va se dérouler en 2 temps. Nous vous proposons dans un premier temps une présentation en partie théorique, mais ne prenez pas peur, pour vous permettre de bien connaître et de bien refaire le point sur les acteurs du CSE en santé et sécurité, les principales missions de l'instance dans ce domaine bien particulier et les moyens à votre disposition pour exercer réellement et efficacement ses prérogatives. Et cet exposé n'a pas vocation à être exhaustif et il n'a pas non plus vocation à être trop long, car nous vous proposerons dans un second temps d'échanger concrètement avec vous sur votre expérience et via ces échanges de dégager des solutions concrètes et pratiques à mettre en œuvre dès demain au sein de vos institutions. Je passe tout d'abord la parole à Maître Marie Bourgault qui va se présenter et vous proposer la première partie de nos échanges. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a déjà introduit le sujet et le cabinet dans lequel je travaille. Donc, le cabinet Le Panier Associés, c'est un cabinet qui exerce exclusivement en droit du travail et donc qui défend les salariés, les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel. Voilà. Dans ce cadre, donc, j'ai l'habitude de suivre un certain nombre d'équipes de CSE, mais également d'organisations syndicales dans le cadre des négociations. Là, on ne traitera, vous l'avez compris, que des problématiques liées à la santé et à la sécurité d'un point de vue représentation du personnel, donc en tant qu'élu membre du CSE, où on le verra, représentant de proximité le cas échéant. Et donc, on vous propose, dans un premier temps, d'identifier donc les acteurs de la santé, la sécurité et des conditions de travail au sein du CSE ou en tout cas rattachés au CSE. Donc, quels sont-ils ces acteurs? Il y a tout simplement les élus. Les élus dans leur globalité, puisque tous les élus au CSE ont un rôle en matière de santé et de sécurité. Et donc, il ne faut pas croire quand il y a une commission santé, sécurité et conditions de travail qu'elle est la seule à travailler sur les sujets, bien que, évidemment, les membres vont travailler, eux, de manière plus spécifique sur ces problématiques-là, puisque, en tant qu'élu et en tant que délégation du personnel, vous allez être amené à vous positionner, à rendre des avis sur ces questions liées à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail. Donc, en tant qu'élu, même si vous ne faites pas partie de cette commission santé, et sécurité et conditions de travail, il faut quand même s'investir dans ces problématiques-là et ne pas les oublier, ou en tout cas s'y intéresser et aller éventuellement interroger les élus qui sont entre guillemets plus spécialisés et qui sont peut-être d'anciens membres d'ailleurs du CHSCT, du feu CHSCT qui n'existe plus aujourd'hui depuis la réunion des 3 instances. Donc vous le savez, avant il y avait un comité d'entreprise, des délégués du personnel et un CHSCT qui a été réuni au sein d'une même instance, je le rappelle, le CSE. Donc aujourd'hui, les élus ne doivent pas perdre de vue qu'ils ont effectivement intérêt à s'intéresser à ces problématiques-là, même s'ils ne font pas partie d'une commission spécialisée, puisqu'ils auront effectivement à donner leur avis donc, sur des consultations liées à la santé, la sécurité aux conditions de travail, mais également éventuellement à prendre position sur des expertises qui sont en lien, de nouveau, avec ces problématiques de santé, de sécurité et de conditions de travail. Vous avez donc un deuxième acteur qu'on a déjà là évoqué brièvement,
la fameuse commission, du coup, santé, sécurité et conditions de travail. Cette commission, lorsqu'elle existe, elle a pour vocation de gérer ces problématiques-là de manière plus détaillée. Et cette gestion, elle va dépendre de ce qui est prévu dans votre accord collectif sur la mise en place du CSE. En fonction de ce qui est prévu, elle va avoir des missions plus ou moins élargies en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Parfois, les organisations syndicales, dans le cadre des négociations, décident de déléguer un maximum de missions à cette commission santé, sécurité et conditions de travail, puisque l'objectif, finalement, c'est vraiment d'avoir des élus qui vont investir pleinement ces problématiques-là et qui vont un peu se spécialiser pour éviter, finalement, qu'il y ait une dispersion de l'information et du traitement des sujets, puisque vous avez, en tant que membre élu du CSE, beaucoup de sujets qui vous est soumis et on ne peut pas gérer tous les sujets et parfois on a des consultations sur des problématiques complexes qui s'accumulent et donc il faut pouvoir avoir finalement des groupes de travail. Donc cette commission santé, sécurité, conditions de travail, elle peut être effectivement un espèce de groupe de travail qui vous permet de finalement mâcher le travail aux autres élus qui auront à prendre position sur ces sujets. D'accord ? Et donc, cette commission santé, sécurité et conditions de travail, elle est mise obligatoirement en place dans les entreprises ou les établissements de plus de 300 salariés. Elle est également obligatoire dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une installation classée, ou effectivement sur finalement décision de l'inspecteur du travail. Mais on a un certain nombre de structures aujourd'hui qui décident, alors même qu'elles n'y sont pas contraintes de par la loi, de mettre en place effectivement cette commission santé, sécurité et conditions de travail pour finalement faire en sorte qu'il y ait une certaine fluidité dans le fonctionnement du CSE. Et dans ces cas-là, comme une commission finalement obligatoire, il va falloir donc prévoir dans un accord collectif, le nombre de membres de cette commission. On va fixer les missions, donc je vous l'ai dit, un délégué, et les modalités de fonctionnement. Ces sujets sont très importants puisque, vous le comprendrez, en fonction de ce que prévoit l'accord, les membres de cette commission n'auront pas forcément tous la possibilité d'agir et d'exercer véritablement leur mission. Je précise mon propos. Si vous ne prévoyez pas, par exemple, dans le cadre de cet accord, un crédit d'heures à destination des membres de cette commission, ça veut dire que les membres de cette commission, soit ils sont élus titulaires, et dans ces cas-là, effectivement, ils disposent déjà d'un crédit d'heures et ils vont pouvoir exercer leur mission avec ce petit crédit d'heures. Soit ils sont membres suppléants, et donc, dans ces cas-là, globalement, ils n'auront aucune heure de délégation pour exercer leurs prérogatives en tant que membres de la commission santé et sécurité et conditions de travail. D'où l'importance, effectivement, d'avoir cet élément en tête quand il y a la négociation sur l'accord, sur la mise en place du sur le CSE et notamment sur cette commission santé et sécurité et conditions de travail, de prévoir les moyens nécessaires à son fonctionnement. C'est impératif d'y réfléchir et effectivement, si on veut que les élus suppléants prennent part à cette commission, de prévoir un crédit d'heures nécessaire pour effectuer les prérogatives en la matière. Vous avez aussi dans cet accord la nécessité de prévoir les moyens qui peuvent être alloués. Donc on a le crédit d'heures, mais on a aussi, pourquoi pas, des formations qui pourraient être prévues puisque dans votre structure, il y a des risques déterminés qu'il serait bon d'avoir en tête et donc avec des formations spécifiques sur ces risques qui sont déjà identifiés au regard de votre activité. Ça peut être effectivement des activités dans des établissements, on va dire, un peu particuliers. Donc, on parlait du nucléaire. Bon, voilà, il y a ce genre de structure, mais on peut aussi avoir d'autres structures où on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique de harcèlement, il y a une vraie problématique de risques psychosociaux très forte et où, du coup, on va prévoir effectivement des formations pour les membres de la commission sur ces sujets, sur les risques psychosociaux, sur le harcèlement moral, sur le harcèlement sexuel, pour avoir des personnes, des membres de cette commission qui sont formés
pour justement affronter ces problématiques-là et aider aussi les salariés qui en auraient besoin lorsqu'ils rencontrent certaines difficultés concernant ces problématiques-là. Vous avez troisième acteur, et vous le connaissez sûrement, le référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes. Alors, ce qui est particulier dans cet acteur, c'est que la loi est venue prévoir effectivement que vous êtes censé, en tant que CSE, désigner ce référent. Mais par contre, le législateur n'a prévu aucune mission. Donc, ça veut dire que vous devez le désigner. Et puis, voilà, point. Donc, vous l'avez compris, si on ne négocie pas sur ce sujet-là et qu'on ne prévoit pas des missions spécifiques sur les missions qui vont être dévolues à ce référent harcèlement, eh bien, vous allez vous retrouver avec une personne qui aura l'intitulé référent, mais qui n'aura aucune mission ni aucun moyen, du coup, pour exercer finalement aucune mission. Vous allez me dire, l'affaire est close. Bon, en tout cas, si on veut qu'il ait des missions et qu'il ait des moyens pour effectuer ces missions, il faut le prévoir effectivement de nouveau par un accord collectif. Et donc, c'est l'intérêt aussi de l'avoir en tête. Alors, juste pour vous montrer ce qui peut être fait, ou vous indiquer ce qui peut être fait dans certaines structures, déjà, on a élargi le rôle finalement de ce référent harcèlement et agissement sexiste à un référent harcèlement de manière plus générale. Donc, il est à la fois référent harcèlement moral et harcèlement sexuel, parce que dans les entreprises, c'est vrai que le harcèlement sexuel existe, bien entendu, les agissements sexistes également, mais on a aussi cette problématique de harcèlement moral qui est très présente aujourd'hui et dans beaucoup de vos structures. Et donc, on élargit finalement le périmètre de ce référent en lui donnant des prérogatives en la matière, à savoir, par exemple, il y a une enquête faite par l'employeur en matière de harcèlement moral, eh bien, on va avoir ce référent qui va participer à cette enquête. Voilà l'intérêt de négocier sur ces sujets, c'est de pouvoir avoir des personnes qui vont suivre aussi un certain nombre de sujets. Et pour compléter ce sujet, vous avez aussi la possibilité, par exemple, de prévoir non seulement un référent harcèlement, mais peut-être deux. Alors, ça peut être un homme, une femme, puisqu'on est sur un sujet de harcèlement sexuel, agissement sexiste. Donc, ça peut être intéressant d'avoir cette mixité, finalement, dans le cadre de cette mission qui est dévolue aux représentants du personnel. Et vous avez la possibilité aussi de prévoir ce qu'on appelle référents adjoints, ce qui fait que quand il y en a un qui n'est pas là, on est sûr que quelqu'un puisse effectuer effectivement ces missions véritablement, et qu'on n'ait pas finalement de vide et une absence d'action possible puisque la personne n'est pas présente. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir lieu. Un élu absent, ça arrive toujours. Quatrième acteur, vous avez les représentants de proximité. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, puisque certains n'en sont pas dotés. Le représentant de proximité, c'est une possibilité qui est offerte par la loi de mettre en place des représentants du personnel on va dire, au plus près des salariés. D'où le terme proximité qui est utilisé. Et c'est en fait une volonté aussi des organisations syndicales auprès du gouvernement qui a milité pour que finalement ces anciens délégués du personnel qui n'existent plus puissent perdurer, en tout cas si on le souhaitait, par l'intermédiaire donc d'un accord collectif, encore une fois. Donc si représentant de proximité il y a, souvent c'est qu'il y a des établissements répartis un peu dans la France entière, et donc que l'objectif c'est qu'il y ait des représentants du personnel qui puissent être dans chacun des établissements, par exemple présents en France, et que les salariés puissent se référer à quelqu'un qu'ils ont l'habitude de côtoyer, ou en tout cas qui fasse partie de l'établissement où ils peuvent se diriger physiquement. Il faut savoir que pour mettre en place les représentants de proximité, donc il faut conclure un accord collectif, et il faut non seulement le conclure, mais prévoir les missions donc, qui lui sont attribuées, ses modalités de fonctionnement, de désignation. Donc ça exige quand même une certaine rigueur et donc de savoir un peu dans quelle mesure on veut des représentants de proximité, comment on veut que ça fonctionne et quels moyens on leur donne, effectivement, notamment sur les sujets de santé, de sécurité et conditions de travail, puisqu'on le sait, les salariés qui rencontrent des problématiques sur ces sujets-là vont aller voir des personnes
qu'ils connaissent ou qu'ils côtoient, ou en tout cas dont ils connaissent le nom. Voilà. Merci Marie pour cette présentation. Maintenant que vous avez une vision, je crois, assez complète des acteurs qui exercent des prérogatives en matière de santé et sécurité et conditions de travail, je vous propose... Je prends le micro. Alors, si je prends le micro, je pense qu'il faut que vous mettiez les petits casques. Vous me dites si vous m'entendez mieux ainsi. Oui, donc, je disais, ces acteurs exercent des missions en santé, sécurité et conditions de travail. Et je vous propose, sans faire un inventaire long, exhaustif et plombant, de revoir ensemble quelles sont ces prérogatives exactement. Donc, d'abord, il est important de garder en tête que le CSE, quelle que soit la taille de l'entreprise, joue nécessairement, c'est la loi qui le prévoit, un rôle général de promotion de la santé et de la sécurité dans l'entreprise, mais qu'il est également associé aux enjeux de prévention des risques et d'amélioration de manière générale des conditions de travail. Et il est important, il est à noter pour vous élus, de savoir que vous menez cette mission non seulement classiquement au profit des salariés de l'entreprise, vos collègues, mais également de toute personne placée sous la responsabilité de l'employeur. Donc, très classiquement, les stagiaires et les apprentis, mais aussi les personnes qui interviendraient dans votre entreprise en qualité d'intérimaire ou de salariés détachés d'entreprises extérieures. Ce rôle de santé-sécurité du CSE s'étend à tous ces travailleurs qui peuvent finalement être touchés par ces problématiques au quotidien de questions de sécurité ou de qualité des conditions de travail. Et pour revenir sur le fait que c'est tous les CSE qui ont cette prérogative, vous pouvez aussi garder en tête que dans les entreprises de moins de 50 salariés, donc là où anciennement c'était les DP, les délégués du personnel qui exerçaient, le législateur a donné un réel rôle en matière de santé et sécurité aux élus, en prévoyant qu'ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail, mais également qu'ils sont mandatés pour réaliser des enquêtes en cas d'accident du travail ou de survenue de maladies à caractère professionnel. Et ça, de pouvoir enquêter sur ces questions-là permet d'avoir un réel rôle actif dans la prévention. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, peut-être la majorité d'entre vous présents aujourd'hui, le CSE dispose de ses prérogatives, par défaut, qui peut le plus, peut le moins, mais il a également un réel rôle d'analyse des risques et d'exposition des salariés aux facteurs de pénibilité. Et Candice vous en parlera plus particulièrement sur un outil à votre disposition qui est le document unique d'évaluation des risques. Le CSE est aussi mandaté pour contribuer à faciliter à la fois l'accès et le maintien des salariés dans l'emploi, que ce soit pour des raisons liées à la santé, avec des salariés qui pourraient notamment présenter des situations de handicap, mais aussi dans les différentes étapes de la vie, et on peut penser particulièrement au maintien dans l'emploi et au retour dans l'emploi des personnes après un congé maternité ou parentalité de manière plus générale. Enfin, le CSE est invité par le législateur à susciter des initiatives. Et donc là, on est dans un réel rôle proactif. Et notamment, nous dit la loi, en matière de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Finalement, de prévention de toute forme de violence dans l'entreprise. Et là, on peut penser à ce que vous disiez, Marie, juste avant, Maître Bourgault, avec le référent harcèlement sexuel ou moral, si vous avez négocié plus, qui peut avoir un réel rôle de force de proposition au sein de votre instance, parce il ou elle va connaître des problématiques au quotidien et va pouvoir les faire remonter à l'instance dans sa formation plénière, qui pourra éventuellement proposer des actions pour réduire ces risques de violence au quotidien en entreprise. Au-delà de ce rôle très général du CSE en santé et sécurité, il faut noter deux choses importantes. C'est que d'abord, l'instance a accès à de nombreuses informations
vous avez en tant qu'élu, vous devez avoir accès à des informations sur les questions de santé et de sécurité, et notamment via votre base de données économiques, sociales et environnementales, la fameuse BDESE. Donc cette base, il faut en tant qu'élu vous en saisir, c'est pas forcément évident, elle est lourde, c'est des sujets très divers, mais il faut savoir qu'il y a certaines rubriques qui sont principalement consacrées aux questions de santé et sécurité. On peut penser notamment à tout ce qui concerne la durée et l'aménagement du travail, mais on a aussi des référencements sur notamment l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou plus généralement la prévention des risques professionnels. Donc ça, c'est un document dont il faut se saisir. Et je parlais ce matin avec l'un d'entre vous à notre stand L'Ami Liaison. Il ne faut pas hésiter à demander un accès numérique à cette base de données pour pouvoir naviguer facilement dedans et accéder aux indicateurs qui vous intéressent, notamment quand on est sur des questions de santé et sécurité. Pas être sur un document papier qui fait des dizaines et des dizaines de pages où on est perdu dans les chiffres, mais pouvoir aller dans la rubrique qui vous concerne, chercher les informations quand, par exemple, on a une situation de risque ou une problématique qui revient sur les questions de conditions de travail. Voilà. Et une fois qu'on a l'information, on peut passer à la consultation. L'autre point, le dernier point sur lequel j'attirerai votre attention, s'agissant de vos prérogatives en tant qu'élu sur les questions de santé et sécurité, c'est de savoir que l'instance doit être consultée spécifiquement dans le domaine de la santé et de la sécurité sur plusieurs sujets et à plusieurs reprises dans l'année. L'occasion de vous rappeler que vous avez 4 réunions par an, si vous avez plus de 50 salariés dans votre entreprise, qui doivent obligatoirement traiter des questions de santé et sécurité lors de la plénière du CSE. Et donc ces consultations, je ne vais pas vous faire un inventaire exhaustif, mais rappelez-vous qu'il y a d'abord une consultation récurrente, celle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, qui touche nécessairement à ces questions de santé et de sécurité, notamment parce que c'est l'occasion de faire un point sur le temps de travail dans l'entreprise, que ce soit d'un point de vue des congés payés, mais également de l'aménagement du temps de travail, peut-être des problématiques type utilisation des RTT, cas des salariés en convention de forfait en jour. Voilà, ça c'est des questions qui doivent être abordées dans le cadre de cette consultation et sur lesquelles votre avis est sollicité. Et puis, à côté de cette consultation récurrente, vous avez des consultations ponctuelles qui vont venir interroger ces problématiques santé-sécurité. Alors, on peut penser assez classiquement, mais je pense qu'à ne pas négliger, la consultation en cas d'inaptitude d'un salarié. C'est l'occasion pour vous de vous pencher sur ce qui est fait en cas d'inaptitude d'un collègue, sur l'aménagement proposé, le suivi des recommandations du médecin du travail, et ce qui est fait de manière générale sur le maintien dans l'emploi, puisqu'on a dit que vous aviez un rôle pour améliorer ces problématiques d'accès et de maintien dans l'emploi de tous les salariés. On peut penser également dans les consultations ponctuelles, toujours pour donner des exemples concrets, vous avez un règlement intérieur dans votre entreprise, et bien à chaque fois que ce règlement va venir être modifié, vous devez être consulté, vous devez donner votre avis sur ce règlement, et je vous rappelle qu'il contient toutes les dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise. Donc, c'est l'occasion de vérifier ce qui se fait en la matière au sein de votre structure. Voilà, je n'irai pas plus loin dans les exemples. Peut-être juste vous rappeler que quand il y a un projet d'aménagement, soit des conditions de travail, soit même plus généralement de l'organisation de l'entreprise, vous devez, en tant que CSE, être consulté non seulement sur le projet en lui-même et potentiellement ses implications économiques et financières, mais aussi sur les enjeux de ce projet sur les questions de santé et sécurité. Et ça, la jurisprudence l'a rappelé régulièrement et récemment. Même dans le cadre, par exemple, d'un PSE, vous devez être interrogé sur l'aspect quelles conséquences sur les conditions de travail. Et pour compléter cette présentation sur vos prérogatives, sur les attributions que la loi vous accorde, je vous propose un petit focus sur le DUERP, le document unique d'évaluation des risques, dont parlera ma collègue Candice. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter rapidement cet outil fondamental et obligatoire dans toutes les entreprises, qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels.
C'est un document donc, qui s'impose dans toutes les entreprises, dont la rédaction relève de la charge de l'employeur, mais auquel, bien sûr, peuvent participer activement les instances représentatives et, en premier lieu, le CSE, voire en complément la commission santé-sécurité. Qu'est-ce que le document unique ? Rapidement, c'est la transcription dans l'entreprise de l'évaluation des risques. Dans le document vont être identifiés et analysés l'ensemble des risques, avec une cotation du risque par unité de travail. Alors une unité de travail, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être, c'est variable en fonction des structures, ça peut être un salarié, ça peut être un groupe de salariés qui présentent des caractéristiques communes qu'on peut rattacher. Alors elles seront en principe le plus souvent sur un même lieu de travail, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être des postes, ça peut aussi associer des personnes sédentaires, comme des personnes effectivement qui seront réunies dans un même service, dans un même périmètre, dans un même établissement. Le document unique, il est établi soit au niveau de l'entreprise le plus souvent, mais il peut y avoir dans certaines structures des documents au niveau d'un établissement si le niveau de risque le suggère et l'impose. Donc il y aura une cotation des risques par unité de travail et après, ça permettra, après une évaluation des risques, d'arriver à parvenir à une cotation globale du risque. Cette phase, malheureusement, n'est pas appliquée systématiquement dans tous les documents uniques, ce qui est dommage parce que c'est un peu c'est le point clé du document, finalement. Voilà. Alors, quel rôle pour le CSE et qu'est-ce qui a changé récemment, enfin, depuis la loi de 2021 sur ce document unique? Alors, le document unique, il est mis à jour à minima dans les entreprises d'au moins 11 salariés tous les ans comme avant. Celle en dessous, il n'y a plus d'obligation. Bon, a priori, ici, vous êtes tous dans une entreprise d'au moins 11 salariés. Il n'y a plus d'obligation de mise à jour annuelle du document. C'est un document qui va être dynamique et vivant. Cette obligation d'actualisation va s'imposer également en cas de risque nouveau dans l'entreprise, ou encore quand il y a une décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité dans la structure. On l'a dit, la responsabilité incombe à l'employeur. Le document maintenant doit être accessible évidemment aux salariés, aux anciens salariés, mais aussi au CSE. Alors cette accessibilité, elle vise le document en cours évidemment, mais aussi les anciens documents. Alors normalement, l'employeur doit déposer le document, vous le savez, sur une plateforme depuis juillet 2023, mais malheureusement cette plateforme, cet outil numérique, on l'attend toujours. Voilà, exactement. Ce déploiement de l'obligation de dépôt sur la plateforme, elle concernera toutes les entreprises normalement en juillet 2024. On peut espérer que d'ici là, la dite plateforme aura pu voir le jour et vous permettra de déployer l'outil de déployer l'outil. Exactement, d'y retrouver l'outil. En attendant, évidemment, l'outil, le document unique, vous pouvez le réclamer à l'employeur qui en assure la conservation en attendant ce dépôt sur cette fameuse plateforme. Le CSE est appelé à se positionner aussi sur les documents à l'occasion de chaque mise à jour comme à l'occasion de son élaboration initiale. C'est-à-dire, il sera consulté, alors il y a un sujet, il y a une petite polémique sur le sujet, doit-il être consulté dans toutes les entreprises ou uniquement dans les plus grosses? Alors à la lettre du texte, on peut imaginer que ça ne concerne que les plus importantes d'entre elles, eu égard à la rédaction de l'article dans le Code du travail, mais concrètement, l'employeur aura peut-être intérêt à consulter toutes les entreprises, y compris celles de moins de 50, pour sécuriser ces pratiques. Et en l'occurrence, ça arrangera aussi le CSE également, pas uniquement de plein exercice, mais de petit exercice s'il est consulté sur le sujet. Mais dans tous les cas, si jamais l'employeur ne consulte pas le CSE, il y a de toute façon une obligation d'information sur des éléments tels le PAPRICAP qui va découler de ce document unique. Alors le PAPRICAP, c'est le plan d'action annuel en fait qui va
être établie par l'employeur, encore une fois, qui va concrètement, enfin c'est la mise en œuvre concrète du DURP dans l'entreprise pour l'année. Alors le PAPRIC 4 concerne les entreprises de 50 et plus. Pour les plus petites structures, on est sur un plan d'action moins formalisé, mais il y a quand même une obligation là aussi d'information de l'instance sur le document. Je propose de reprendre la parole. Merci beaucoup. Merci Candice. C'est vrai que c'est un sujet très important, hein, le DURP, et vraiment le CSE aujourd'hui a, comme tu l'as bien rappelé, une prérogative non seulement dans sa construction, dans sa finalement mise en œuvre, mais de manière constante, c'est-à-dire évolutive, mais aussi en termes de consultation, parce qu'il est censé donc rendre un avis sur ces DURP. Donc il faut que les élus prennent place dans cette construction et dans cette mise en œuvre, on va dire, du DURP, qui a une importance considérable, hein, puisque l'analyse des risques, elle sert à quoi? Elle sert à ensuite prendre les mesures nécessaires, donc prévoir les mesures nécessaires pour éviter, voire éradiquer tout risque identifié dans l'entreprise. Donc ce n'est pas un simple document obligatoire qui ne va pas vous servir. C'est inévitable. C'est pour éviter que justement il y ait des problématiques et que les salariés rencontrent des difficultés en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, hein, en fonction de l'activité à laquelle vous appartenez. Donc c'est un vrai sujet très important. Voilà, pour les salariés et pour le CSE. Excusez-moi, petite précision, j'ai oublié de le mentionner, mais cela vise évidemment les risques, l'ensemble des risques professionnels, les risques physiques, mais aussi, c'est bien indiqué dans le code, les RPS, donc les risques psychosociaux. Il faut bien l'avoir en tête, hein, c'est-à-dire c'est comme le référent harcèlement, c'est pas... Enfin, il y a le harcèlement moral, mais aussi le harcèlement sexuel. Là, c'est l'ensemble des risques de l'entreprise qui sont... Merci. Donc on va continuer, on va finir cet exposé, on va dire, plus théorique pour pouvoir avoir encore un peu de temps pour des échanges qui peuvent être fructueux et surtout très intéressants, d'avoir vos retours aussi d'expérience, éventuellement vos questionnements auxquels on pourrait répondre. Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour éventuellement... Il reste 20 minutes. Bon, je vais être du coup assez concise sur le dernier point qui est relatif donc à l'utilisation des moyens d'action à votre disposition, hein, en tant qu'élu, justement sur ces sujets-là, puisqu'on a vu dans un premier temps qui était acteur, deuxième temps, finalement, quelles sont vos attributions, et là, comment vous faites pour finalement exercer vos prérogatives. Alors, premier point, et pas des moindres, le droit à la formation. Et alors, je le souligne parce qu'il y a beaucoup d'élus qui n'ont pas fait leur formation lors de leur premier mandat, voire lors du renouvellement, qui sont en train de se dire il faut qu'on la fasse et puis qui ne trouvent pas le temps pour la faire finalement, cette formation, puisqu'effectivement cette formation en fonction de la structure à laquelle on appartient, quand je dis structure c'est entreprise, hein, mais bon vous pourriez appartenir à une association, donc je parle de structure juridique, on va dire, donc entreprise, pour on va dire familiariser le terme et que ce soit plus entendable. Donc vous avez ce droit à formation, donc si vous êtes pour votre premier mandat c'est 5 jours, donc 5 jours c'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais je vous assure, c'est passionnant. Et cette formation, elle est indispensable pour comprendre les enjeux, pour que vous puissiez poser aussi vos questions aux intervenants sur, justement, au regard de votre activité, des problématiques de santé et de sécurité au travail. Donc, premier mandat, 5 jours. Ensuite, lors du renouvellement de l'instance, vous avez soit 3 jours, soit 5 jours dans les entreprises d'au moins 300 salariés, d'accord? Donc, prenez le temps de faire cette formation. C'est pas une perte de temps. Je sais que parfois, vous avez beaucoup de travail à côté de vos mandats et que du coup, on peine à trouver ces 5 jours. Mais trouvez-les et vous verrez que ça vous servira beaucoup dans le cadre de vos prérogatives. Vous avez ensuite votre crédit d'heures.
Votre crédit d'heure, on l'a dit, si vous êtes élu titulaire, vous avez le droit à un crédit d'heure. Ce crédit d'heure, il est pour l'intégralité de vos missions de représentant du personnel, donc il n'est pas dédié à la santé, la sécurité, aux conditions de travail. Donc il est possible de négocier un crédit d'heure supplémentaire, soit donc uniquement pour les membres qui feraient partie de cette commission santé, sécurité et conditions de travail, mais il est aussi possible de négocier du temps supplémentaire pour tout le monde. Il y a des entreprises dans lesquelles on négocie un crédit d'heure supplémentaire pour les représentants du personnel parce que justement, on veut leur permettre d'exercer donc toutes leurs prérogatives qui sont très 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 larges. Et la santé et la sécurité est aujourd'hui un élément fondamental puisque Alice l'a rappelé tout à l'heure, mais lors des consultations, vous avez toujours un pendant lié à la santé, à la sécurité aux conditions de travail. Quasiment tout le temps. C'est-à-dire que n'importe quel projet de votre employeur peut avoir des impacts sur les conditions de travail et sur la santé ou la sécurité des salariés. Et donc, il faut pouvoir travailler sur ces sujets-là. Vous avez bien sûr aussi un certain nombre d'heures passées. On posera les questions si ça vous va juste après, si ça vous convient. Comme ça, on condensera l'intégralité. Vous avez aussi du temps passé parfois à certaines missions, notamment les enquêtes suite à un accident du travail. Bon, ça bien sûr, c'est pas comptabilisé, c'est pas, on va dire, décompté de votre crédit d'heure. C'est considéré comme du temps de travail effectif, donc ça, ce sera pas décompté. Mais vous avez sinon un certain nombre d'exercices. Si vous voulez aller voir des salariés vous avez un service dans lequel vous savez qu'il y a plusieurs salariés qui sont en arrêt de travail. On vous a alerté en disant il y a un manager là, ça se passe pas très bien, tout le monde est en arrêt de travail, vous voulez un peu aller voir ce qui se passe, les inspections, etc. Il faut avoir du temps. Et puis parfois, au-delà des inspections, il nous faut du temps supplémentaire pour pouvoir parler avec les gens. Si on n'a pas ce temps-là, eh bien, vous comprenez que vos prérogatives, elles pourront être exercées, mais de façon très concise, tout en sachant que pour la plupart d'entre vous, vous gardez une fonction autre qu'être représentant du personnel. Et donc, allier les deux, c'est compliqué. Donc d'où l'important, effectivement, de négocier ce crédit d'heure. Vous avez l'accès à l'information, j'y reviens pas parce qu'on l'a déjà quand même évoqué largement avec la BDESE, donc la base de données, et le DURP aussi, qui sont des documents, qui sont des documents de référence en la matière. Vous avez, finalement, c'est un moyen, mais il aurait pu également être mis dans les prérogatives, mais on a ce qu'on appelle les droits d'alerte. En tant qu'élu, vous avez la possibilité, vous tout seul, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord de l'intégralité des élus ou du CSE, ce n'est pas un vote en séance, vous avez la possibilité, un salarié vient vous voir en disant « je suis harcelé par mon manager, je ne suis pas bien du tout, là je ne peux plus reprendre le travail », eh bien vous, en tant qu'élu, vous pouvez du coup alerter votre employeur en disant « il y a une atteinte aux droits des personnes » ou même si vous estimez que le danger est particulièrement grave, faire ce qu'on appelle un droit d'alerte, danger grave et imminent. Alors, la distinction entre les deux, elle est assez fine, mais elle est quand même importante. Le droit d'alerte en matière d'atteinte aux droits des personnes, on est sur des problématiques de harcèlement, de discrimination, voilà. Donc, on va dire, quelles que soient finalement les incidences concrètes sur la santé du salarié. Le salarié, il peut être toujours debout, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de harcèlement moral. En revanche, si on est sur du danger grave et imminent, un droit d'alerte danger grave et imminent, comme son nom l'indique, il faut que le danger il soit imminent. Donc globalement, un salarié qui vous dit moi là j'ai des idées noires, je ne peux plus retourner au boulot et je ne sais pas ce qui va se passer demain. Là, franchement, on est plutôt sur un danger grave et imminent parce qu'un salarié qui vous alerte de cette manière-là, c'est que la situation peut être grave. Et donc, effectivement, on est plutôt sur un danger grave et imminent pour accélérer en fait la réaction et amplifier finalement le degré d'alerte auprès de l'employeur.
Vous avez des procédures à suivre dans chacun de ces droits d'alerte. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce on voudrait laisser le temps pour les échanges. Mais sachez-le, en tant qu'élu, vous avez ce pouvoir d'alerter votre employeur sur des sujets liés à la santé et à la sécurité sans que ça passe par une réunion en CSE. Et il faut l'avoir en tête. Vous avez aussi la possibilité de faire des inspections dans les lieux de travail. Je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure pour savoir comment ça se passe. Mais ça peut être aussi juste, est-ce que les accès de sortie de sécurité sont bien respectés? Il n'y a rien qui coince? Est-ce qu'on a bien des extincteurs au bon endroit? Vous voyez, ce n'est pas forcément lié à du harcèlement moral tout le temps. Hein. Ça peut être aussi des trucs plus pragmatiques, des problématiques liées au respect des règles de sécurité, on va dire. Hein. Voilà. Vous avez aussi les enquêtes suite à un accident du travail et à une maladie professionnelle pour savoir finalement d'où ça vient, pourquoi, et éventuellement de s'interroger après de manière plus globale sur, effectivement, là, ça fait plusieurs accidents du travail sur ce sujet, avec cette même machine. Donc peut-être qu'il y a une problématique sur les machines à voir, ou peut-être des entretiens qui se passent tellement mal que les salariés sont après en accident du travail avec toujours la même personne en entretien. Donc peut-être que là on peut s'interroger effectivement encore une fois. Donc voilà, vous avez en fait c'est à la fois des moyens et des prérogatives, j'ai envie de dire, d'intervenir sur des sujets liés à la santé et à la sécurité. Et enfin, vous avez aussi, mais là par contre, c'est en tant que délégation du personnel, donc c'est le CSE qui a ce pouvoir-là, de choisir une expertise spécifique sur certains sujets au regard de consultations, on va dire, initiées par votre employeur ou ce qu'on appelle de projets importants mis en œuvre par l'employeur, typiquement un déménagement d'une entreprise. Vous êtes situé à Paris, vous déménagez à Marseille, l'implication, elle n'est pas neutre pour les salariés. Je prends un exemple vraiment très clivant, mais exprès pour pas qu'il y ait de sujet de « oui, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un projet important si on déménage que de 45 minutes ?» Bon, vous voyez. Mais un déménagement, typiquement, on est sur un projet important, effectivement. Voilà. On a aussi donc des expertises lorsqu'un risque grave est identifié actuel, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle. Et on a effectivement une expertise aussi spécifique sur le sujet. Quand on est en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, vous avez un livre 4 qui est spécifique aux conditions de travail et à la santé et à la sécurité des salariés. Donc c'est dans le cadre de ce PSE, comment est envisagé justement les problématiques des gens qui restent, des gens qui partent. Et comment on gère justement les gens qui restent, les gens qui partent, au regard justement du projet et de la mise en œuvre de licenciements, je le rappelle, qui est quand même de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours. Voilà. Donc, et c'est souvent des projets qui sont très impactants au niveau des conditions de travail. J'ai fini. Je crois qu'on peut conclure sur la problématique, on va dire, théorique et participer, vous faire participer enfin à des échanges et sur des perspectives, on va dire, plus pratiques. Alice, je ne sais pas si... Oui, donc je vous remercie pour votre attention. Effectivement, on va prendre quelques questions. Donc, madame au 3e rang, j'ai vu que ça faisait un moment que vous aviez une question. Si vous souhaitez la poser, on vous écoute. Le crédit négociable que vous avez dit. Oui. Des fois, le crédit ne suffit pas, du coup, à tout allouer. Et du coup, on pouvait négocier. On négocie à quel moment? À la création du coup du règlement du CSE. Et est-ce que si c'est à ce moment-là, si on est réélu pour un nouveau mandat, est-ce qu'on peut renégocier à ce moment-là le règlement, ou s'il n'y a pas de changement de majorité, il doit rester le même? Alors, normalement, le nombre d'heures de délégation, maintenant la loi prévoit qu'effectivement, ça peut être envisagé dans le protocole d'accord préélectoral. Vous savez, c'est le document qui est négocié en amont des élections professionnelles. Voilà. Après, pour parler en pratique, il y a beaucoup d'entreprises qui négocient sur la mise en place ce qu'on appelle la mise en place du CSE aujourd'hui, qui est plus une mise en place, qui est instaurée, mais si on va dire le fonctionnement du CSE,
de manière plus générale, on négocie un nombre d'heures supplémentaires, donc dans le cadre vraiment des négociations avec les organisations syndicales. Voilà, c'est plus au niveau de la négociation, donc soit protocole d'accord préélectoral, soit donc institué par un accord collectif sur le fonctionnement du CSE. Et quand on n'arrive pas à négocier à ce niveau-là, effectivement, et que au niveau du règlement intérieur, quand vous négociez avec en séance et donc avec le président du CSE qui représente l'employeur, si ce dernier accepte d'allouer un crédit d'heure supplémentaire, notamment pour le secrétaire, le trésorier, parce qu'on n'en parle pas ici, parce que ce n'était pas l'objet de la conférence, mais qui peuvent aussi avoir des missions, on va dire, supplémentaires aux autres élus, c'est possible de le prévoir dans le règlement intérieur. Rien n'est interdit, en fait. Dès lors que l'employeur, finalement, signe le document et est d'accord pour attribuer un crédit d'heure supplémentaire, j'ai envie de vous dire, quel que soit le support, ça sera toujours ça de prix. Donc, on va dire qu'on priorise sur la négociation collective, parce que on va dire que le risque de remise en cause ou de discussion est voilà, il y a moins de risques, il est moins importante. Mais dans le règlement intérieur, nous, on a beaucoup d'équipes qui négocient des crédits d'heures supplémentaires. Voilà, donc, et ça marche aussi. C'est-à-dire que l'employeur est d'accord et finalement, ça revient au même. Voilà. S'il n'est pas d'accord, effectivement, ça règle le problème. Ça règle le problème parce que dans le règlement intérieur, je le rappelle, on ne peut pas finalement imposer à l'employeur des obligations supplémentaires que celles prévues par la loi. Donc si c'est du crédit d'heure supplémentaire, comme son nom l'indique, soit l'employeur est d'accord, si l'employeur n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas prévoir ce nombre d'heures parce qu'il n'aura pas signé le règlement intérieur, donc ça ne lui sera pas opposable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais c'est très bien, mais justement. Ouais. Madame, oui. Moi, j'ai une petite question, sachant que j'ai vraiment aucune expérience, c'est pour ça que je suis ici. Nous, on est dans beaucoup de personnes sont en télétravail. Et je voulais savoir si vous avez un peu des trucs et astuces pour justement vérifier qu'il n'y a pas de burn-out, de conditions compliquées pour les salariés. Très difficile à percevoir en fait. Alors, la problématique du télétravail, elle rend, on va dire, les missions des représentants du personnel ultra complexes. Parce que, en réalité, la loi, malheureusement, en tout cas le législateur, n'a pas réfléchi sur le sujet à l'heure actuelle, post-Covid. Et on a même des structures aujourd'hui qui embauchent en télétravail. Donc, avec des vrais sujets sur, finalement, comment les représentants du personnel peuvent entrer en contact avec des gens qui ont été embauchés en télétravail, qui ne se rendent quasiment pas dans les locaux de l'entreprise, et donc avec un accès très limité, puisque, vous le savez peut-être pour certains, et peut-être pas vous, mais en tout cas, les représentants du personnel n'ont pas, en fait, de moyens mis à disposition, de par la loi, pour communiquer, on va dire, de manière dématérialisée avec les salariés. Donc, ça veut dire que soit vous arrivez à négocier un accord collectif avec votre employeur qui prévoit des moyens pour le CSE et pour les élus de communiquer par mail, par exemple, professionnel, avec les élus, avec les salariés, entre les élus et les salariés, soit finalement vous n'avez pas de moyens, sauf peut-être un accès à l'intranet, pour peu que les salariés accèdent à l'intranet de temps en temps et aient le réflexe aussi d'avoir accès au site du CSE quand il y en a un. Et quand il n'y a pas de site du CSE, globalement, en fait, ils ne vous connaissent pas. Vous les connaissez pas non plus. Et puis, en fait, vous faites comme vous pouvez, mais malheureusement, vous ne pouvez pas, en fait, aller chez eux. Donc c'est un peu compliqué. Et puis, s'il y a vraiment une volonté de votre employeur de refuser tout accès aux mails professionnels, malheureusement, effectivement, vous avez, il faut pouvoir négocier. Il faut essayer de créer un rapport de force en lui disant, en fait, si vous ne nous permettez pas d'avoir finalement une communication avec les salariés de l'entreprise, vous ne nous permettez pas d'exercer notre mandat convenablement, parce qu'on n'est pas en mesure en fait d'avoir accès aux salariés. Et donc dans ces cas-là, vous vous mettez en risque.
Parce que moi, si je ne peux pas faire mon travail de représentant du personnel en matière de santé et de sécurité, et que demain, il y a des burn-out, que demain, il y a plein de gens qui se mettent en arrêt de travail, vous porterez seul la responsabilité sur les problématiques de santé et de sécurité au travail. Peut-être considérer ça comme un délit d'entrave. Alors, délit d'entrave, c'est compliqué parce que oui, mais la loi ne leur impose pas. En fait, le délit d'entrave, alors pour rappeler pour les novices, on va dire, ou pour les premiers mandats, le délit d'entrave ou ce qu'on appelle l'atteinte aux prérogatives du CSE, c'est quand l'employeur ne respecte pas ses obligations à votre égard. Par exemple, il doit vous consulter sur un sujet, il ne le fait pas, il met en œuvre son projet. Il y a effectivement une atteinte aux prérogatives. Donc l'atteinte aux prérogatives, c'est le versant, on va dire, civil. Hein, et le délit d'entrave, c'est le versant pénal du manquement de l'employeur à ses obligations légales. Là, en l'occurrence, on ne peut pas parler de délit d'entrave puisque l'obligation légale, il n'y a pas de texte qui prévoit une communication nécessaire, voilà, une communication obligatoire avec les salariés à distance. Donc, sauf s'il y aurait un accord de télétravail. Exactement. S'il y a un accord de télétravail qui prévoit que les représentants du personnel ont le droit de communiquer avec les salariés et qu'on nous oui, mais dans ces cas-là, l'employeur ne le fera pas parce que s'il a signé un accord en disant vous avez le droit de communiquer avec les salariés via les messageries professionnelles, on vous donnera au fil de l'eau les nouveaux entrants pour que vous puissiez leur envoyer un mail, qu'ils sachent où vous contacter, etc. C'est possible, hein. Il y a des employeurs qui ne respectent pas leurs prérogatives à ce niveau-là. En tout cas, il y a un écrit qui mentionne qu'effectivement, il est tenu de le faire. Là, c'était en l'absence, effectivement, d'accord ou de choses négociées sur le sujet. Mais sauf le mettre un peu devant ce sujet de vous serez le seul responsable s'il y a des accidents du travail, s'il y a des maladies professionnelles ou s'il y a des gens que vous mettez en risque, parce que nous, on ne peut pas faire notre travail. Et ça, pendant le Covid, ça a fonctionné, par exemple, cette petite pression de la part des représentants du personnel. Je ne dis pas que ça... Exactement. C'est ça. Peut-être nuancer en disant que les syndicats, eux, ont un accès aux échanges. Alors, oui, Alice disait d'indiquer quand même que les syndicats avaient un accès, de par la loi, on va dire, un accès à l'intranet. En fait, ils ont une possibilité de communiquer via leur site qui serait accessible sur l'intranet de l'entreprise. Bon, autant vous dire que c'est pas waouh, hein, mais bon, le législateur est au moins venu prévoir à minima ça. Non, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, le législateur devrait intervenir pour que les choses soient modifiées au regard de l'évolution, effectivement, des modalités de travail, et notamment du télétravail qui se généralise. En sachant aussi que si ça peut apporter un peu de poids dans vos négociations, la CNIL a rendu un avis en précisant qu'elle était favorable et qu'elle invitait le législateur à se saisir du sujet et à donner cette prérogative au CSE au même titre que les syndicats. Donc ça peut être un petit poids en plus à apporter à votre employeur en disant « mais même la CNIL est d'accord ». Voilà. Oui, mais... Les personnels... Oui, sur les... Oui. On pourrait jouer avec ça aussi. Oui. Parce qu'ils refusaient de nous donner certaines informations dont on s'est cité aujourd'hui. Oui. On va s'en servir. Oui, monsieur disait que la Cour de cassation est favorable à ce que vous ayez accès à des données potentiellement personnelles des salariés pour exercer vos prérogatives. Et ça ne vous donne pas l'accès à envoyer des messages sur leur boîte mail, mais disons que ça peut donner une idée d'un infléchissement de la jurisprudence, de la position des juges, dans le sens de vous permettre cet accès-là. À prendre avec toutes les, on va dire, toutes les pincettes, puisque ça n'a pas été dit concrètement, mais on peut savoir que cette idée-là est dans la tête des juges. Merci. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez par rapport aux données médicales qu'on n'a pas le droit d'avoir, mais l'employeur non plus. Mais au moins, on pourrait nous remonter les informations des arrêts maladie et des choses comme ça, ce qui pourrait peut-être amener à mettre la puce à l'oreille pour savoir. Sur les arrêts maladie ? Oui, enfin, sur les arrêts maladie ou s'il y a un TMS. Ah oui. Voilà, Oui. On peut, oui, c'est pas des données nominatifs par contre. on peut les obtenir par le biais des services RH.
questions dans tout le monde? C'est bien, on a des questions. Alors, je vous en... Vous voulez pas vous rapprocher? Je suis désolée, c'est que on vous entend pas bien. Parce que nous, on n'a pas les micros. C'est vrai qu'on n'a pas le retour. Dans notre entreprise, on a un cas par exemple, on a identifié de postes à risque sur les opérateurs de production, sur lesquels on remonte à la direction c'est un réel poste à risque, sur lesquels on n'a pas de réponse depuis plusieurs années. Et en fait, on est impuissant aujourd'hui. Je pense que les investissements nécessaires sont importants, donc l'entreprise peut difficilement répondre. Et on est impuissant et on ne sait pas comment répondre et on est vraiment sur des postes à risque santé sécurité. Et alors, quand vous parlez de postes à risque, il y a eu des événements, c'est-à-dire il y a eu des accidents, il y a eu... Donc du travail, on est d'accord. Accident du travail, ouais. Donc avec des enquêtes derrière. Des enquêtes CSSCT, oui. Mais sur lesquelles on a demandé des actions, mais qui n'aboutissent pas. D'accord. Est-ce qu'on peut faire face à cette impuissance? Est-ce qu'on a un poids? Est-ce qu'on a quelque chose Alors, qui peut faire agir la direction là-dessus? Alors oui, effectivement, si justement il y a eu plusieurs actions du travail sur un même poste, déjà il y a la question du droit d'alerte, danger grave et imminent, en disant en fait à qui le tour, puisqu'il y a toujours des actions du travail sur ce même poste. Donc ça veut dire que la prochaine personne qui va être positionnée dessus, en fait on sait déjà que potentiellement il va subir une action du travail. L'intérêt du droit d'alerte, c'est qu'en fait, ça va engager une procédure qui, in fine, donc après l'enquête, si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de l'employeur sur les mesures à prendre pour finalement éradiquer ce risque et ce danger grave et imminent, on a l'intervention de l'inspection du travail. Et l'inspection du travail, ça veut dire qu'elle va mettre le nez, justement, dans ce qui se passe au sein de votre entreprise. L'intérêt d'avoir l'intervention de l'inspection du travail, c'est qu'elle a des moyens de contrôle. Elle peut, en fait, demander tous les documents nécessaires auprès de l'employeur. Donc, elle peut dire, apparemment, il y a eu beaucoup d'actions du travail sur ce poste-là, donc donnez-moi les déclarations d'action du travail. Si vous avez fait des enquêtes, moi je veux justement les conclusions des enquêtes qui ont été faites, etc. Et l'inspection du travail, si elle estime que les mesures n'ont pas été mises en place par l'employeur pour éviter tout risque pour les salariés positionnés sur ce poste, elle peut émettre une lettre d'observation à l'égard de l'employeur, voire un PV, un procès verbal, si elle estime qu'il y a une infraction de la part de votre employeur à des règles, par exemple, de sécurité. Sans parler du droit d'alerte, vous pourriez aussi, dès demain, alerter l'inspection du travail sur le sujet. Alors, les inspecteurs du travail, ils sont parfois difficiles à joindre parce qu'ils ont énormément de travail et qu'en fonction du secteur auquel vous appartenez, il y a une accessibilité qui est plus ou moins importante. Il ne faut pas hésiter à insister. C'est-à-dire que vous appelez, vous envoyez un mail, vous envoyez un courrier. Il faut vraiment montrer que vous êtes derrière et que le sujet est important. Donc, il faut aussi expliquer peut-être un peu, si vous êtes obligé de faire un écrit à l'inspection du travail, le contexte plus global de ces problématiques liées à la santé, à la sécurité de ce poste, ou de ces postes concernés. Donc voilà les deux axes pour moi qui seraient envisageables pour effectivement qu'il y ait une action, en tout cas, ou un risque, on va dire, supplémentaire pour l'employeur s'il se maintient dans cette absence de réaction, dans son voilà. Les droits d'alerte, c'est quoi? C'est lors d'une réunion CS? Non, vous êtes élu. Un élu peut déclencher un droit d'alerte. Danger grave et imminent. Un élu. Il suffit de... Par contre, oui, il faut l'inscrire dans un registre, mais il faut faire un mail, il faut faire un écrit quand même à votre employeur en disant c'est sur tel poste, j'exerce un droit d'alerte danger grave et imminent sur tel poste, et expliquer brièvement pourquoi. Et vous dites je souhaite
du coup, remplir le registre des dangers graves et imminents. Et merci de bien vouloir m'adresser ce dernier. Et normalement, il est effectivement mis à votre disposition. Oui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et souvent, l'intervention de l'inspection du travail a tendance, s'ils ne bougent pas après l'intervention de l'inspection du travail, c'est que de toute façon, ils n'auraient pas bougé et qu'il faudra aller. Et que l'inspection du travail, c'est un tiers quand même qui peut dresser un procès verbal, donc avec potentiellement des implications pénales derrière. Voilà, ça peut fonctionner en tout cas. Il pourrait y avoir une réaction en tout cas de la part de votre employeur, si ce n'est pas le cas pour le moment. La médecine du travail, oui, vous pouvez aussi alerter la médecine du travail sur le sujet, effectivement. Mais disons qu'elle n'a pas de moyens de... Oui, ils n'ont pas de moyens d'action. Ah, d'accord. De poste qui a justement qui a mis en évidence le fait qu'il y ait une nécessité d'action. Ce sont des actions lourdes. Bah oui, mais ça coûte de l'argent. Oui. Potentiellement sur la refonte, pas refonte complète d'un bâtiment, mais voilà, il y a beaucoup de choses. Ben oui, mais il est responsable en tant qu'employeur de l'exercice de son activité et des salariés qui travaillent. Donc, même si c'est lourd en investissement, c'est pas une excuse. Enfin, vous voyez, il peut pas dire c'est lourd en investissement, donc on va risquer la vie des salariés. C'est pas. La médecine du travail, oui. Elle a pas. Non, mais elle a pas de. De toute façon, elle n'a pas de pouvoir en fait, de réel pouvoir d'action à l'égard de votre employeur, alors que l'inspection du travail, si. C'est ça la différence. Voilà. On a notre co-animateur. Alors par contre, attention au droit de retrait. Le droit de retrait, donc c'est le salarié qui l'exerce. C'est un droit qui est lié au salarié qui est positionné sur ce poste. Et dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une intervention d'abord du CSE sur un risque danger grave et imminent pour soutenir le salarié dans cette démarche. Parce que ça veut dire que le salarié, un droit de retrait, il se retire de son emploi parce qu'il considère qu'il risque finalement, il y a un risque trop important pour sa santé et sa sécurité. Donc ça veut dire que si l'employeur considère que ce n'est pas justifié, son droit de retrait, il n'est pas payé et potentiellement il y a des sanctions disciplinaires derrière. Donc on ne laisse pas un salarié faire ça sans avoir, nous en tant que CSE, agi en amont. Oui, et puis avoir fait un droit d'alerte danger grave et imminent dans ces cas-là. Ou un risque grave. Oui, c'est pour... Oui, mais vous avez la possibilité d'agir et de dire, même s'ils ne se plaignent pas, que vous estimez que ce poste, il y a un danger grave et imminent sur les postes, puisqu'il y a eu plusieurs accidents du travail et qu'il n'y a toujours pas, que justement, ils n'ont pas respecté les préconisations du médecin du travail. Enfin, vous avez de la matière, puisqu'il y a déjà eu des enquêtes de fait. Donc, vous avez de la matière. Donc, vous pouvez aller sur un risque grave en CSE, mais là, il faudrait que j'ai plus d'éléments. Vous voyez, je peux vous donner un panel d'actions, mais il faudrait que j'ai plus d'éléments pour pouvoir vous conseiller vraiment, voilà. Qu'il y a une action possible aussi du CSE en risque grave, ce qu'on appelle. Voilà. C'est ça, exactement. Je vous en prie. Alors, malheureusement, la présentation touche à sa fin. Je voudrais simplement vous remercier tous pour votre présence et votre attention, pour les questions très intéressantes qui ont été posées. Effectivement, si vous avez des questions plus particulières, vous pourrez consulter Maître Bourgault, mais je vous rappelle aussi que vous avez accès à la documentation juridique et aux formations de la maison L'Ami Liaison Sociale, la maison d'édition. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, que vous avez des questions particulières, par exemple connaître les formations qu'on propose ou les ouvrages dédiés au CSE, vous rendre sur notre stand en loge A6 au 2e étage où mes collègues de l'équipe marketing vous recevront avec brio, j'en suis certaine. Et avec un café, oui. Merci à tous, bon après-midi.